En 1993, le lauréat du prix Nobel Carlo Rubbia a inventé un nouveau type de réacteur nucléaire dans lequel un accélérateur de particules injectait des protons à très haute énergie dans le cœur d'un réacteur à fission nucléaire. Ce système que Carlo Rubbia a appelé amplificateur d'énergie et qui est aujourd'hui plus connu sous le nom de système piloté par accélérateur ou en anglais Accelerator Driven System, présente trois avantages principaux. Tout d'abord, c'est un système sûr parce qu'il est sous critique. Nous allons voir ce que cela signifie. Deuxièmement, il est capable de détruire les résidus radioactifs produits par les réacteurs à fission conventionnels. Troisièmement, il est capable d'utiliser un type de combustible qui nous permettrait de faire de la fission nucléaire pendant des milliers d'années au lieu de quelques dizaines d'années seulement, comme c'est le cas avec l'uranium. Comment fonctionne l'amplificateur d'énergie de Carlo Rubbia? Existe-t-il des prototypes dans le monde? Quels sont les principaux obstacles à la création de ces prototypes? Voyons tout d'abord comment fonctionne le système inventé par Rubbia. Au début du processus se trouve un accélérateur de protons. Pour créer les faisceaux de protons, des atomes d'hydrogène sont injectés dans un cyclotron. Les atomes d'hydrogène sont constitués d'un proton et d'un électron. L'électron est enlevé et il reste un proton nu. Les protons nus sont ensuite accélérés par des champs électriques à des vitesses proches de celles de la lumière. En termes techniques, ils sont accélérés à 500 mégaélectronvolts, voire 1000 mégaélectronvolts ou 1 gigaélectronvolt. Ces protons sont ensuite injectés dans le réacteur nucléaire. Des champs électromagnétiques peuvent être utilisés pour pousser ou dévier les protons afin qu'ils entrent dans le réacteur nucléaire. Au centre du réacteur de fission nucléaire se trouve une cible. Cette cible est constituée de matériaux contenant des atomes très lourds, comme le plomb ou le tungstène. En bref, des atomes avec beaucoup de neutrons et de protons. Lorsque les protons frappent ces noyaux cibles, ces derniers perdent beaucoup de neutrons. C'est comme si je donnais un coup à un objet et que cet objet, sous l'effet de l'impact, perdait plusieurs morceaux de l'autre côté. C'est un processus que l'on appelle en anglais spallation. Pour chaque proton d'un gigaélectronvolt, 25 neutrons sont produits, qui entrent ensuite en collision avec les parois entourant la cible. Ces parois contiennent des éléments fissiles, par exemple de l'uranium, qui se fissionnent et libèrent ainsi de l'énergie, comme dans un réacteur conventionnel. Mais la beauté du système de Rubbia est qu'il accepte également deux autres types de combustibles, et c'est là que réside l'une de ses forces. Tout d'abord, il peut accepter non seulement de l'uranium enrichi, mais aussi du combustible épuisé provenant d'autres réacteurs à fission conventionnels. Normalement, dans un réacteur à fission, le combustible est injecté une fois, il est utilisé, il est épuisé, et il est retiré du réacteur pour être stocké dans des dépôts de déchets radioactifs. Ces déchets radioactifs peuvent être introduits dans le système de Rubbia, placés autour de la cible, et lorsque des neutrons bombardent ces déchets radioactifs, ils transmutent, c'est-à-dire qu'une réaction de fission nucléaire se produit, libérant de l'énergie et transformant en même temps les déchets en atomes plus petits, moins radiotoxiques. Et quels sont les éléments présents dans les déchets radioactifs qui peuvent subir une fission dans le système de Rubbia? Il peut s'agir d'éléments transuraniens tels que le plutonium, le neptunium, l'américium, le curium, ou de fragments de fission tels que l'iode 129 ou le césium 137. Ce sont tous des produits issus des réacteurs de fission conventionnels. En résumé, une fois que les déchets sortent des réactions à fission conventionnelles, au lieu d'être stockés quelque part, ils pourraient être introduits dans ce système inventé par Rubbia et bombardés de neutrons. Ce bombardement les transformerait en noyaux plus petits et moins radiotoxiques. L'autre type de combustible que le système de Rubbia pourrait utiliser est le thorium-232, qui, bombardé par des neutrons, peut générer de l'uranium-233, qui est fissile. En d'autres termes, bombardé par un neutron, l'uranium-233 peut fissionner sous division de fragments et libérer ainsi de l'énergie. Ainsi, le thorium-232 absorbe un neutron et se transforme en uranium-233, qui absorbe un autre neutron et se fissionne, libérant ainsi de l'énergie.
Le système de Roubier pourrait donc générer son propre combustible grâce au thorium, ou même obtenir de l'énergie en bombardant les déchets radioactifs produits par les réacteurs à fission conventionnels. Il suffit de placer ce combustible autour du cœur du réacteur, autour de la cible. Nous reviendrons sur le thorium et la transmutation des déchets radioactifs dans un instant. Tout autour de la cible et de cette couche avec le combustible se trouve un fluide de refroidissement qui peut être par exemple du plomb fondu ou un alliage de plomb et de bismuth. Le plomb fonde à 328 degrés, donc ce liquide de refroidissement se trouve à plus de 328 degrés et permet d'évacuer l'énergie libérée par la fission et de l'éminer à l'extérieur du réacteur pour la convertir en énergie thermique et en électricité. Certains des concepts de ce système inventé par Roubier ont été testés peu après son invention, en 1994 et en 1997, et ont donné des résultats positifs. Examinons maintenant plus en détail les trois avantages que nous avons mentionnés précédemment. La sécurité intrinsèque, la transmutation de déchets et l'utilisation du thorium pour extraire beaucoup plus d'énergie que l'uranium. Et puis, parlons aussi des obstacles qu'il nous reste à surmonter avant de pouvoir construire un prototype. Commençons par la sécurité. Ce système est un système sous-critique et donc un système sûr. Qu'est-ce que cela signifie? Dans un réacteur à fission nucléaire, ce qui se passe normalement, c'est que lorsqu'un neutron bombarde, par exemple, un noyau d'uranium-235, l'uranium-235 se fissionne, se brise en deux noyaux plus petits et libère de l'énergie, tout en générant d'autres neutrons qui peuvent bombarder d'autres noyaux d'uranium-235 et ainsi de suite. Si rien n'est fait, le nombre de neutrons augmente de façon exponentielle et la réaction peut devenir explosive. Il faut donc insérer des barres de contrôle ou des liquides de contrôle qui absorbent une partie de ces neutrons afin de maintenir le nombre total de neutrons sous contrôle. Et dans un système sous-critique comme celui de Roubier, que se passe-t-il? Le nombre de neutrons générés en moyenne par la fission du combustible est trop faible pour générer une réaction en chaîne. Donc si j'arrête d'injecter des protons sur la cible et donc de créer des neutrons pour le processus de spallation, et donc de bombarder le combustible avec des neutrons, la réaction s'arrête. En effet, dès que j'éteins l'accélérateur de particules, tous les neutrons proches du combustible sont absorbés par les différents atomes et la réaction s'arrête. Il n'y a plus de neutrons pour fissionner d'autres noyaux. C'est pour cela que le système de Roubier est sous-critique, parce qu'il est à un niveau de seuil. Il est donc clair qu'en cas de panne de courant, l'accélérateur s'arrête et le réacteur nucléaire s'arrête automatiquement. Un autre point de sécurité supplémentaire est dû au liquide de refroidissement, qui pourrait être, comme nous l'avons dit, du plomb fondu ou un alliage de plomb et de bismuth fondu. Tout d'abord, le plomb fondu ne réagit pas avec l'air ou l'eau et est beaucoup moins susceptible de fuir qu'avec les refroidissements par eau sous pression, par exemple, utilisés dans les réacteurs de fission traditionnels. Deuxièmement, s'il y avait une panne de courant et que ce liquide n'était plus pompé parce que les pompes se sont arrêtées, le liquide de refroidissement continuerait par convection à extraire de l'énergie du cœur du réacteur. En effet, à proximité du cœur, le liquide se réchauffe et monte donc vers le haut, retirant aussi de l'énergie du cœur. Loin du cœur, le liquide cède de l'énergie à un autre liquide, se refroidit et redescend sous l'effet de la gravité. Des mouvements convectifs sont ainsi créés. De plus, en cas de rupture du cœur du réacteur, le plomb qui l'entoure agirait comme un sarcophage automatique. Il y a donc plusieurs éléments qui rendent le prototype de Roubier avantageux. Le point le plus important est la sous-criticité du cœur du réacteur. Le deuxième avantage du système de Roubier est qu'il serait capable de détruire les déchets radioactifs produits par les autres réacteurs à fission conventionnels. Combien de déchets un prototype pourrait-il éliminer? Depuis 1954, l'humanité a produit environ 400 000 tonnes de déchets radioactifs. Aux États-Unis seulement, 2000 tonnes de déchets radioactifs sont produites chaque année. Une partie de ces déchets est constituée, comme nous l'avons dit, de fragments de fission tels que l'iode 129 et le césium 137,
qui se désintègrent en bêta et en gamma, c'est-à-dire en émettant soit des rayons gamma, rayonnement électromagnétique à haute fréquence, soit des rayons bêta, c'est-à-dire des électrons. Ces fragments de fission sont responsables de la radiotoxicité des déchets pendant les premières centaines d'années. Un faible pourcentage de ces déchets contient cependant des éléments transuraniens, c'est-à-dire plus lourds que l'uranium, tels que le neptunium, le plutonium, l'américium et le curium, qui, bien que présents en faible pourcentage, sont responsables de la radiotoxicité des déchets pendant des centaines de milliers d'années. Cela nous oblige à stocker ces déchets dans des endroits sûrs, comme par exemple dans le sous-sol. Mais le stockage souterrain des déchets radioactifs comporte toutefois des risques. Que se passerait-il en cas de fuite et si les matières radioactives atteignent les nappes phréatiques? Ce serait une catastrophe naturelle colossale. Et c'est là que le système de Rubia entre en jeu, car il est capable de prendre les déchets d'autres réacteurs, de les placer dans le réacteur dans la zone autour de la cible, et grâce aux neutrons produits par le phénomène de spallation, ces déchets sont fissionnés et sont réduits à des noyaux plus petits, avec une radiotoxicité plus faible. Selon un rapport de la Commission de l'énergie atomique de 2012, un système comme celui de Rubia peut détruire 96 kg de déchets radioactifs pour chaque terawatt produit par le réacteur nucléaire. C'est 20 fois plus que la quantité qui peut être détruite dans un système à neutrons rapide tel que les réacteurs à sel fondu de 4e génération. Le système de Rubia est donc très prometteur et en 1987, l'expérience TARC a confirmé que cette transformation, cette transmutation d'éléments radioactifs en éléments plus petits par fission est possible. Passons au troisième avantage du système inventé par Rubia. Nous savons que l'uranium n'est pas inépuisable. On a identifié aujourd'hui 4,8 millions de tonnes d'uranium qui peuvent encore être exploitées. Et au rythme actuel de consommation, cet uranium durera environ 80 ans. En fait, nous consommons environ 60 000 tonnes d'uranium par an dans le monde et l'uranium ne contient que 0,7% d'uranium-235, qui est l'élément fissile qui se fissionne et libère de l'énergie. En revanche, un autre élément est très prometteur, le thorium. Tout d'abord, le thorium est présent en quantité environ 34 fois supérieure à celle de l'uranium sur la planète Terre. Deuxièmement, il s'agit presque exclusivement de thorium-232, car il s'agit d'un isotope très stable du thorium dont la demi-vie est de 14 milliards d'années, alors que les autres isotopes du thorium ont une demi-vie beaucoup plus courte. Alors que les réactions de fission nucléaire de l'uranium peuvent durer environ 80 ans, celles du thorium peuvent durer des milliers d'années. Dans sa réaction, le thorium-232 absorbe un neutron et se transforme en protactinium-233, qui se désintègre ensuite avec une demi-vie de 27 jours en uranium-233. Cet uranium-233, en absorbant un autre neutron, libère de l'énergie par fission. En outre, le thorium se trouve à 4 protons du plutonium dans le tableau périodique. En d'autres termes, dans le tableau périodique, après le thorium, on trouve le protactinium, puis l'uranium, le neptunium et enfin le plutonium. L'absorption des neutrons par le thorium ne permet donc jamais d'obtenir des éléments transuraniens et aucun déchet de haute activité n'est produit. Quels sont les principaux obstacles qui nous empêchent d'avancer pour le moment? Le principal problème est la création de la première étape, celle d'un accélérateur de particules capable de générer de manière stable un flux de protons de l'ordre d'un gigaélectronvolt. De plus, lorsque nous récupérons du combustible usé d'autres réacteurs, nous ne pouvons pas l'introduire directement dans le système de Rubia. Pour augmenter l'efficacité du processus, les éléments transuraniens et les fragments de fission doivent d'abord être séparés du reste du combustible puisé. Ce processus n'est pas encore disponible. Sur une échelle de 1 à 10, appelée Technology Readiness Level, TRL en anglais, nous nous situons à un niveau de 5 pour les éléments transuraniens. Et pour les fragments de fission, le niveau de préparation technologique est seulement de 4. Il faut donc encore dépenser de l'énergie, du temps, des ressources humaines et de la recherche pour amener ce processus de manipulation des matières au niveau 10. Un troisième obstacle à la création de ce système
est le prototinium 233, qui est l'étape intermédiaire entre le thorium et l'uranium 233. Nous avons dit que le thorium 232 absorbe un neutron et se transforme en prototinium 233, qui se désintègre ensuite avec une durée de vie moyenne de 27 jours en uranium 233. Le problème est que le prototinium 233 met du temps à se transformer en uranium 233, mais c'est aussi un noyau qui peut absorber des neutrons très facilement. S'il absorbe autant de neutrons, il en reste moins pour fissionner l'uranium 233 et le réacteur s'arrête. Il faut donc trouver un moyen efficace de soustraire ces prototinium 233, d'attendre qu'il se désintègre et se transforme en uranium 233, puis de remettre l'uranium 233 dans la couche entourant la cible. Un dernier point faible est le problème de l'extraction et du traitement du thorium. En effet, le thorium n'est pas soluble dans l'eau, contrairement à l'uranium, et se trouve donc principalement dans le sable des côtes des différents pays, dont l'Inde, l'Australie, les États-Unis et le Brésil. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de développer une méthode d'extraction et de traitement du thorium qui ne soit pas dévastatrice pour l'environnement. Et ce type de processus est encore en cours de développement. Comme vous le voyez, les obstacles sont encore nombreux, mais pas nécessairement insurmontables. Il y a quelque temps, en 2012, une société a acheté à Roubial les droits de développement de ce système, mais n'en a rien fait. Et aujourd'hui, il y a une ou deux sociétés qui cherchent à développer ce système inventé par Roubial. Il semblerait qu'elles en soient encore aux prémices et qu'aucun prototype n'existe. Il faut dire aussi que ce type de système détruirait le plutonium créé par la fission dans les réacteurs à fission classique. Le système de Roubial contribuerait donc à la lutte contre les armes nucléaires et par conséquent, il y a aussi un intérêt à ce que ce type de système n'entre pas en vigueur à court terme. Je souhaite au contraire que ce système inventé par Roubial soit développé le plus rapidement possible, que des prototypes soient créés et qu'ils soient commercialisés, car ils présentent de nombreux avantages par rapport aux réacteurs à fission traditionnels. Avant de te laisser, je voudrais te rappeler que si d'une part, tu veux en savoir plus sur la relativité d'Einstein, le temps, les trous noirs et la limite infranchissable de la vitesse de la lumière, tu peux lire mon livre « Comprends le temps et l'espace ». Le voici. Si en revanche, tu veux en savoir plus sur la mécanique quantique, de ses origines à la première révolution quantique, avec le principe d'indétermination de Heisenberg, tu peux lire mon tout nouveau livre « La mécanique quantique, volume 1, la première révolution quantique ». Le voici. J'ai écrit ces deux livres en partant de zéro, en utilisant un langage simple, et j'ai inclus plus de 60 figures et schémas que j'ai dessinés, comme celui-ci. Je te laisse les liens vers les deux livres dans la description. Ciao et à bientôt avec un nouvel épisode de Pépites de Science.